On commence par Vajramudra pour aligner le corps, la parole et l'esprit. Donc on met l'index droit en face du menton et on vient l'empaumer dans la main gauche. Sur l'inspiration, on redresse un petit peu le pouce. Sur l'expiration, on le laisse droit. Maintenant, on sent l'index de lumière qui monte de l'Anahata Chakra, le centre du thorax, jusqu'au sommet de la tête. Sur l'inspiration, il se redresse un petit peu. Et sur l'expiration, il reste droit. Dans une image de la tradition tibétaine, on dit que cet axe central, c'est comme une pile de pièces d'or. Et la première mention de l'axe central dans la littérature de l'Inde, c'est l'âme. Dans un Upanishad, je pense que c'est la Maitri Upanishad, on dit qu'au moment de la mort, l'énergie monte, le prana monte du centre du cœur jusqu'au sommet de la tête. Donc c'est la moitié supérieure de l'axe central et c'est la première dont on parle. Après, la moitié inférieure, c'est venu plus tard. Et les Tibétains, ils font démarrer l'axe central au centre du feu, qui est au niveau du hara, donc mais sur l'axe central, bien sûr. Donc on sent l'index de lumière qui se redresse sur l'inspire et qui reste droit sur l'expire, comme une pile de pièces d'or. Maintenant, on met les deux mains sur le giron. Et on continue à visualiser l'index de lumière qui monte du centre du cœur jusqu'au sommet de la tête. On sent qu'on est plus aligné comme ça, plus cohérent comme ça. Et la cohérence, c'est le dharma lui-même. Suivre le dharma, c'est être cohérent avec les idéaux, avec les enseignements. Et c'est pas si facile. Maintenant, on intensifie cette pratique du Vajra Mudra de lumière en étirant l'index sur l'expiration. Par complémentarité, évidemment, il se détend sur l'inspiration. Et on sent aussi l'axe central, c'est-à-dire le haut du dos, qui se redresse sur l'expiration, contrairement au mécanisme habituel.
L'habitude d'expiration, c'est une stimulation parasympathique, c'est-à-dire on se relaxe, on peut même être un peu somnolent, mais en redressant l'index, on fait une stimulation sympathique. Donc on saupoudre en quelque sorte la stimulation parasympathique relaxante avec une stimulation sympathique excitante. Et c'est le mélange des deux qui fait une bonne méditation, une méditation profonde. Maintenant, il y a une technique qui, a priori, semble équivalente. C'est garder un petit peu de tension dans l'abdomen quand on expire. Donc c'est la respiration du vase, c'est aussi la respiration du zen. La respiration du vase, je veux dire, chez les Tibétains, ou la respiration du zen, c'est à peu près ça. Donc en général, quand on expire, on lâche tout. Mais là, on met une certaine tension dans l'abdomen. On garde même comme un petit ballon dans l'abdomen. Et le gros avantage de cette pratique toute simple, c'est que ça aide à maintenir la vigilance en fin d'expiration et éventuellement en arrêt poumon vide. Maintenant, on va faire un travail de Vipassana qui est à la base de l'enseignement du Bouddha. Il y a différentes manières de Vipassana. Là, on va prendre le balayage du corps comme on fait chez Goenka parce que c'est assez pragmatique. Et ça a des avantages, je dirais, d'autothérapie. C'est-à-dire en stimulant des zones où il n'y a pas de sensation, on crée des réflexes qui détendent des zones à distance et localement aussi. Donc c'est très intéressant, ça fait penser au fait à de l'acupuncture, mais en même temps il y a le côté bouddhiste, c'est-à-dire ne pas croire que ces perceptions soient solides, comprendre qu'elles sont fluides, qu'elles coulent. Donc si on croit qu'elles sont permanentes, ça se rigidifie. Mais si on voit qu'elles sont impermanentes, ça se fluidifie. Donc c'est le travail de base, le pain quotidien de la méditation bouddhiste. Enfin, ils ont différentes formes de méditation, mais au moins de la forme Vipassana. Donc on peut commencer par exemple par ça peut être pas mal de commencer par le bas, parce que la mise à distance est plus facile que la tête. La tête, le visage, c'est son identité, donc au début, surtout, on a du mal à mettre une distance vis-à-vis des sensations dans la tête et le visage. Par contre, le pied, c'est loin. Et donc, on peut l'observer plus objectivement. D'ailleurs, quand on rêve,
S'il y a une sensation du corps dans le pied, on verra un objet assez loin. Mais si c'est une sensation dans le corps, sur le visage ou sur le cou, on verra l'objet tout près de soi dans l'image du rêve. Ainsi, on s'en aperçoit très clairement quand on fait le rêve éveillé. Donc on commence par le pied droit. Le côté droit est plus apaisant, c'est pour ça qu'on aime commencer par ce côté. Si on a le choix, autant choisir de s'apaiser. Et maintenant, on va faire une variante donc du balayage du corps dans Vipassana qu'on va appeler le puzzle magique. C'est-à-dire une sensation qui remonte. Ça peut être une sensation qui vient de l'intérieur du corps, ou alors qui sont plus reliées à nos émotions, à nos souvenirs, à nos conflits présents, ou alors une sensation plutôt extérieure de contact. On peut travailler sur les deux. Bon, dans l'ensemble, si on a le choix entre les deux, la sensation qui vient de l'intérieur est plus signifiante psychologiquement, mais le travail à faire, de toute façon, c'est un entraînement et on peut le faire sur les deux. Donc, à cette sensation, déjà bien la voir, par exemple une légère douleur dans l'articulation du gros orteil, ou une légère tension à l'intérieur de la plante du pied. Voilà, vous prenez ce qui vient, tout est bon. Et à partir de là, on stabilise déjà la sensation, on l'identifie bien. Il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens, on l'observe là où elle est. Et puis ensuite, on complète très régulièrement cette sensation en l'étendant à tout le pied droit. Donc c'est comme si la sensation de départ était la première pièce du puzzle, et puis qu'après, ça peut être assez rapide, on complète le puzzle et on sent tout le pied droit comme s'il y avait une chaussette basse qui était dessus. C'est important de sentir tout, de sentir régulièrement. Donc l'image de la chaussette est très bonne parce que c'est vraiment comme ça. Et quand on sent tout le pied droit régulièrement, ça nous donne de la paix, certaines joies aussi. Ça fait penser à l'expression familière, c'est le pied. Peut-être qu'on sent dans cette expression populaire que quand on sent son pied complètement, ça va mieux, on déstresse, tout simplement. Maintenant, on se focalise sur les chevilles droites, même dans cette petite sensation qu'est la cheville. Il y a moyen d'avoir des sensations qui ne sont pas toute la cheville. Quand ça apparaît en général sur une partie de la cheville, et les zones de la cheville sont moins ressenties. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de ce phénomène, et seconde chose, évidemment, de compléter, comme s'il y avait une bande velpo autour de la cheville, et qu'on la sente également. Que c'est de méditer avec un docteur. À la fin de la méditation, vous allez vous retrouver avec des bandes velpo partout.
Ça va faire service des grands traumatisés. C'est de la réparation émotionnelle. S'assurer qu'on sent également toute la cheville droite. Alors un truc très simple pour sentir une zone qu'on ne sent pas, c'est d'amener ses pouces de lumière à l'intérieur. On a les deux pouces qui se touchent, donc on dégage des pouces physiques, les pouces de lumière, et on imagine qu'ils viennent se toucher dans la zone qui n'est pas ressentie. Ça permet de guider notre conscience un peu comme la tête chercheuse d'un missile, et on arrive directement dans la zone qu'on veut toucher. Maintenant avec le mollet, le tibia, on est attentif à la première sensation qui remonte en distinguant quand même sensation de contact et sensation qui vient de l'intérieur. Comme je l'ai dit, les sensations qui viennent de l'intérieur en général ont plus de signification psychologique. Mais de toute façon, le travail est le même. C'est-à-dire stabiliser la sensation. Souvent, les sensations ont tendance à partir un peu comme des éclairs dans toutes les directions. Et ça se transforme en émotion. Mais là, on stabilise la sensation de base. Comme si c'était une plante, une fleur, attachée à la terre où elle est née. Et puis après, on complète le puzzle. Et on s'assure qu'il n'y a aucun trou dans le puzzle. Le puzzle, c'est une sensation complète qui remonte tout autour du mollet, du tibia, comme une chaussette haute en quelque sorte, qui remonterait jusqu'au genou. Dans le Vipassana du Theravada, en général, on médite les yeux fermés. Et il y a des raisons pour ça. C'est parce qu'on travaille beaucoup sur des sensations fines, donc c'est plus facile à percevoir les yeux fermés. Mais dans le zen, on est dans la posture, on est dans la respiration, c'est des sensations plus matérielles. Et du coup, là, c'est plus facile de méditer les yeux ouverts. Donc, il y a des avantages dans les deux cas, donc il faut bien comprendre ça. On vérifie que le puzzle de lumière soit bien complet. Un beau puzzle qui
donne l'image complète qu'on veut avoir. Et puis après le genou. Et on va vers une sensation complète du genou, comme si on avait une genouillère de lumière. Et on sent que cette complétude en elle-même nous apaise, nous donne de la joie. Pensez à l'expression quand deux brigands se menacent de mort. Ils se disent, je vais te transformer en passoire. Et notre corps vécu, en fait, il est en une passoire. Parce qu'il y a plein de zones qu'on ne sent pas. Plein de zones qu'on sent de trop, c'est les tensions dues au stress. Et les zones autour, on ne les sent pas. Et donc le travail de base, c'est d'égaliser la sensation, de transformer la passoire en un plat qui ferme, qui peut retenir l'eau, c'est-à-dire en un corps qui peut retenir l'énergie. Quand on sent qu'on est bien entouré par la sensation, on est heureux comme un coq en pâte. Le corps, c'est le coq. La pâte, c'est la sensation. Maintenant, on remonte dans la cuisse droite. Donc on va parler du phénomène de saillance en neurosciences. Supposez par exemple que vous avez une douleur à l'intérieur de la cuisse droite. À ce moment-là, ce que fait la physiologie pour inciter le cerveau à réagir correctement à cette douleur, à lui donner de l'importance, parce que c'est un message qui peut
être très important, une douleur, hein, ça peut vouloir dire qu'on va se blesser à cet endroit-là, etc. Donc, le cerveau favorise la saillance, c'est-à-dire il fait taire les sensations tout autour de la douleur. C'est un peu pour que la douleur ressorte comme une île dans l'océan. C'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur diffus de la nociception. La nociception, c'est la douleur. Et quand il y a une douleur à un endroit, il n'y en a pas autour. Comme ça, la douleur ressort bien et devient plus signifiante et l'attention est attirée vers cette douleur. Et donc, on peut trouver la solution à cette douleur. Donc ça, c'est un mécanisme fondamental. Donc il a l'avantage d'attirer l'attention sur la douleur, mais il a l'inconvénient de nous coincer dans une situation, dans une posture de sensation. Et donc ce qu'on fait régulièrement en méditation, on sent les zones autour de la douleur, et comme ça la douleur s'aplatit en quelque sorte. C'est comme si avec le réchauffement climatique, l'océan montait et couvrait une île basse. Donc faire monter l'océan, c'est-à-dire sentir toute la cuisse et pas simplement la zone douloureuse dans la cuisse. Donc c'est une autre image, mais c'est le même mécanisme que le puzzle de lumière. Qu'on sente l'océan qui monte dans toute la cuisse, ou qu'on sente qu'on met les pièces du puzzle de lumière, ça mène à sentir toute la zone non douloureuse. Et finalement, si la douleur n'est pas très forte, ça la réabsorbe complètement dans une sensation générale de la cuisse droite. Pour dire la même chose en d'autres termes, quand le cerveau sent une zone qui est saillante, c'est pour lui le stress et la douleur. Quand il sent toute la zone égale, c'est le non-stress et la non-douleur. Et en méditation, on passe du premier au second. Et dans le stress habituel, on passe du second au premier. J'en parle beaucoup je vais beaucoup en parler parce que je n'ai pas encore écrit la partie dans mon livre Méditation pour soulager les douleurs. Et je ferai un rapport donc entre les tensions qui viennent des douleurs et les tensions qui viennent des émotions perturbatrices, parce que la manière dont on les traite en méditation est exactement la même. C'est ce qu'on est en train de faire. Une bonne analogie pour comprendre ce mécanisme, c'est l'immunité. Quand on a une blessure quelque part, les cellules immunitaires, les globules blancs, etc., affluent autour de la blessure et font un mur pour que l'infection en particulier ne se répande pas. Et donc, quand il y a une douleur quelque part, notre immunité douloureuse, entre guillemets, c'est de faire une zone où on ne sent rien pour limiter l'effet de la douleur. Parce que si la douleur se répandait comme un virus dans tout le corps, on serait tétanisé par la douleur, on ne pourrait plus fonctionner. Alors que si la douleur est localisée, on peut fonctionner. Donc il y a une analogie forte entre l'immunité cellulaire autour d'une blessure et la réaction immunitaire au niveau douloureux qui anesthésie la zone autour de la douleur.
Maintenant, on va au niveau du pied gauche. On laisse remonter la première sensation, ou éventuellement la seconde si on a une première sensation de contact et on se dit ok, je vais travailler plutôt sur les sensations qui remontent directement de l'intérieur. On immobilise la sensation. C'est un peu comme observer des cellules dans une lame sous un microscope. Il faut immobiliser les cellules pour pouvoir les observer. Maintenant, on remonte dans la cheville gauche. Donc, s'habituer à distinguer la zone qu'on ressent, la sous-zone qu'on ressent en premier et l'entourage qu'on ressent moins ou pas du tout. Et ensuite rééquilibrer en fonction. On continue avec tibia, mollet gauche. Quelque chose d'important pour améliorer la qualité de la méditation sur l'objectivité. Être conscient du visage. Et dès que le visage réagit, le détendre, parce qu'il réagit aux sensations. En général, c'est j'aime ou j'aime pas. Même avant j'aime ou j'aime pas, il y a la surprise. On se dit tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi une sensation qui remonte là? Et très rapidement, on projette sur la sensation. J'aime ou j'aime pas, c'est agréable, c'est désagréable. Et donc, la base même de cette méditation, c'est justement de ne pas réagir. La sensation elle-même, en sanskrit, ça s'appelle sparsha. Et la réaction à la sensation, c'est vedana. Vedana, c'est la racine de vedere en latin, voir. Donc, c'est la vision, l'opinion qu'on a de la sensation. Est-ce que je l'aime ou je l'aime pas? Est-ce qu'il faut que je la poursuive, il faut que je la fuis? Donc on est à la base même de la méditation. Et ce qu'indique Tenzin Palmo, c'est d'être rapide et précis. Et justement, dès que la sensation de base remonte, enfin c'est moi qui rajoute l'image, passer comme une sorte de scalpel ou de palette entre la sensation et la réaction à la sensation pour séparer les deux. Et finalement n'avoir que la sensation pure. Mais ça peut être aussi délicat que séparer avec une spatule le papier peint du mur. Il faut vraiment trouver l'interstice
entre la sensation et la réaction à la sensation. Quand on ne fait pas de travail systématique, on ne le voit pas, cet interstice. On n'imagine même pas qu'il existe. Donc faites passer la spatule de la conscience autour de la sensation pour la séparer des réactions à la sensation. Et si le visage reste tranquille, il y a de bonnes chances qu'il n'y ait pas de réaction à la sensation, donc c'est bon. Si le visage se tortille, ça veut dire qu'il y a une réaction à la sensation. Donc immédiatement, il faut détendre le visage et revenir à la sensation pure. Dans le yoga, pour être un peu schématique, mais ça correspond à peu près, ces réactions aux sensations, on pourrait dire que ce sont les vrittis. C'est la racine de vrille, c'est-à-dire ce qui tourne, tourbillon. Et quand il y a une sensation qui remonte, ben, il y a un tourbillon autour. J'aime, j'aime pas, faut que je suive, faut pas que je suive, faut que je fuis, etc. Tout ça, on peut aussi associer ça au vritti dans le langage des Yoga Sutras de Patanjali qui, au fait, est très proche du bouddhisme sur beaucoup de points. Même si des fois il a des mots un peu différents, des fois il a exactement les mêmes mots dans le même ordre, les mêmes listes dans le même ordre, mais des fois il y a la même liste avec un mot qui est différent. Et donc vritti et vedana, on peut rapprocher. C'est ça qu'il faut calmer, c'est le travail de base. On remonte maintenant dans le genou. On laisse remonter les sensations qui viennent en observant bien que, précisément, qu'elles concernent certaines parties du genou, principalement. Et après, non seulement on sent la sensation, mais on sent tout autour, en volume, en surface, la genouillère de lumière, mais au fond, tout le genou devient un genou de lumière. Et ça nous harmonise, ça nous égalise, ça nous pacifie. On est dans le véritable yoga. Dans la Gita, on définit le yoga comme Samadvam Uchyate. Et Uchyate, ça veut dire se définir, Samadvam comme l'égalité. Donc, dès qu'on équilibre les sensations, au niveau le plus élémentaire qui soit, on est déjà dans le yoga. Si on n'équilibre pas les sensations, parce qu'on ne s'aperçoit même pas qu'elles sont déséquilibrées, on est dans le stress très ordinaire. Donc on passe du second au premier. Enfin, pardon, du premier au second. Enfin oui, ça dépend comment on se constitue. On passe du stress à l'égalisation. On continue avec la cuisse gauche.
Alors il y a une question qu'on pose souvent. Quoi faire si on a une douleur qui n'est pas sur notre trajet? On peut la détendre un petit peu et tout de suite après on revient à notre trajet. Si on sent que le visage réagit, c'est qu'on est déjà dans Vedana. La réaction à la sensation n'est plus dans la sensation pure. Donc on revient à la sensation pure. Comme le dit dans le Bouddha très clairement, dans la sensation qui n'est que la sensation, dans la vision qui n'est que la vision, dans l'édition qui n'est que l'audition. Donc on n'élabore pas, on ne fait pas tout un plat d'une sensation. Au contraire, on la met à plat. Et chaque fois qu'on pense à faire ça, on fait un pas sur le chemin de la sagesse. Dans ce sens-là, on pourrait appeler le vipassana la voie des petits pas. Quand on sent que toute la cuisse gauche était égalisée, on va vers le bassin. Pour être plus précis, on peut distinguer bassin gauche, puis ensuite bassin droite. On continue donc un flux de conscience. Et des sensations qui remontent, des petites douleurs, des petites crispations. C'est comme des obstacles, des barrages sur le flux de conscience, mais finalement, ces barrages sont emportés. J'ai un ami qui s'est passionné pour le Vipassana, il a enchaîné peut-être je sais plus, 6 ou 8 séances de session de 10 jours avec le groupe de Goenka. Et donc c'était assez récent. Et il me disait que maintenant, une des grandes questions des moniteurs, c'est est-ce que vous sentez le flux? Donc c'est vivant, c'est sensation, ça bouge tout le temps. C'est pris dans le flux d'une rivière et donc on suit toute cette transformation, tout ce flux et on progresse dans le corps de cette façon. Et à un autre niveau, on progresse en sagesse parce qu'on n'est pas dans la rigidité, dans les blocages, dans le rejet, dans l'inconscience, dans l'ignorance. On est dans le flux. On est dans l'influence de la conscience sur le corps. On sent cette influence du flux, on sent ce flux d'influence. On continue l'influence du flux, le flux d'influence dans le ventre, les flancs, les lombaires. Ce qui était bloqué se désagrège. Et comme ça, on se libère.
Maintenant, le flux de notre conscience nous amène dans le thorax. Il y a beaucoup de sous-parties dans le thorax. On observe où remonte la première sensation. Et à partir de là, on construit son puzzle de lumière, c'est-à-dire qu'on complète tout le reste. Alors il y a un cas particulier, une variante de ce processus de rééquilibrage qui est très intéressante. Donc on sent régulièrement dans le thorax les battements de cœur en bas à gauche. Et en général, on ne sent pas en bas à droite. Et donc si on décide de sentir en bas à droite, ben on se rééquilibre. Les battements de cœur peuvent devenir douloureux dans les rythmes cardiaques ou dans la crise d'angoisse. Et à ce moment-là, si on amène l'énergie dans le cœur subtil à droite, ça devient un phénomène de contrôle inhibiteur diffus de la nociception douleur. Pour contrôler donc ce phénomène, on va de l'autre côté. On met la sensation de l'autre côté et ça se rééquilibre. Et on dit diffus parce que c'est une zone assez large. C'est pas que le symétrique du cœur à gauche, à droite. C'est un peu plus large. Comme ça, on contrôle bien. Donc, n'hésitez pas à vous servir des pouces de lumière, à les mettre dans le cœur subtil à droite, qui est en quelque sorte le symétrique du cœur à gauche, sous forme de lumière, de masse de lumière, et on met au centre de cette masse de lumière les 2 pouces de lumière, et ça aide à localiser la sensation dans cette zone et finalement rééquilibrer. Maintenant, il y a une autre possibilité, une autre variante, moins connue du travail de rééquilibrage. Le cœur est en bas et à gauche, vers l'avant. Et donc, on peut imaginer un autre cœur subtil à droite, en haut et en arrière. Donc, on met la sorte de balle de lumière à cet endroit-là. On la stabilise bien avec les 2 pouces de lumière. Et on peut par exemple inspirer par le cœur physique à gauche et expirer par le cœur subtil numéro 2 en haut à droite. Ça agit bien pour calmer l'anxiété, l'angoisse, etc.
Il y a une image qui aide à bien comprendre ce contrôle inhibiteur diffus la nociception. C'est l'image de la famille nombreuse. Donc la mère est là, avec toute la marmaille, et tout d'un coup il y en a un qui crie parce qu'il s'est fait mal, qu'il est tombé ou qu'il a faim. Ça, c'est la douleur ou la crispation liée à une émotion perturbatrice. C'est un point dans le paysage de la famille. Et l'action méditative, c'est de faire la bonne mère de famille qui a toute la famille dans la tête, pas simplement celui qui crie. Donc elle lui dit, d'accord, j'ai compris que t'es tombé, mais il y a aussi, oui, que t'as faim, mais il y a aussi les autres dont il faut s'occuper, donc attends un peu pendant que je m'occupe des autres. Et donc ça, c'est la méditation, où on met de la sensation dans les zones aveugles. Sinon, la famille deviendra la jungle et il n'y aura que ceux qui crient qui auront à manger. Donc il faut bien prendre cette position de la bonne mère de famille nombreuse, qui pense pour tous les enfants et pas simplement un seul. Donc on pense pour tout le corps, et pas simplement la zone qui fait mal ou qui est crispée par le stress ou l'émotion perturbatrice. Ça, c'est une analogie fondamentale, on peut méditer dessus pendant des années. Maintenant, on remonte dans la main droite, poignet droit. Bien sûr, il y a une tension qui monte avec la pratique immobile prolongée. On apprend à la laisser passer avec un souffle libre. Ce souffle libre nous aide aussi à égaliser les sensations dans la main droite. Quand on n'a qu'une sensation dans la main droite, ça peut être un nœud de fixation. Et à ce moment-là, la respiration devient aussi fixée, coincée. Quand on vient à la respiration libre, on peut sentir le reste de la main droite et tout se débloque. Quand on a compris ces principes de base, ils marchent à tous les coups. Et on est vraiment dans la science. La définition de la science, c'est quand on refait la même expérience dans les mêmes conditions, on obtient les mêmes résultats. Je peux vous dire que ça marche comme ça avec maintenant 40 ans de recul, même un peu plus, 43 ans pour le Vipassana. Et puis avec la tradition bouddhiste, c'est 25 siècles de recul.
On remonte maintenant dans l'avant-bras droit, le coude. Si quand une sensation remonte dans l'avant-bras droit, le visage réagit, c'est qu'on est déjà dans Vedana. La réaction, le point de vue sur une sensation et pas la sensation pure de base. Donc on revient à la sensation pure de base en détendant le visage, en détendant l'avant-bras et en revenant à l'endroit de la sensation de base. Et finalement on laisse la sensation diffuser dans tout l'avant-bras, un peu comme un sachet de tisane diffuse dans la théière. Et quand on a une sensation unifiée de l'avant-bras droit, et du coude on remonte vers le biceps, l'épaule, etc. Maintenant, patiemment, consciemment, on remonte par le bras gauche, main gauche, poignet gauche. C'est pas parce que c'est symétrique que les sensations seront les mêmes. Déjà parce que maintenant n'est pas avant, puis aussi parce que la droite n'est pas la gauche. Il y a des nuances, il y a des différences, donc avoir une attention fraîche, neuve à chaque instant, pour bien sentir ces différences et bien tout égaliser. La réégalisation des sensations, je le dis parce que c'est pas forcément évident au début, ça marche très bien entre les zones bilatérales et symétriques, comme les deux mains, les deux poignets, etc. On trouvera le temps quand on sera peut-être dans la vallée de Nubra, on aura plus de temps pour la méditation, de faire cette variante de Vipassana en travaillant sur les zones bilatérales et symétriques. Mais dès maintenant, on peut sentir les deux mains, quelle que soit notre posture avec les mains, sentir la différence entre les deux mains, puis égaliser cette différence. Les yogis disent que quand on égalise la perception des deux moitiés du corps, l'énergie remonte dans l'axe central. Bon, le Bouddha n'en parle pas explicitement, mais c'est pas du tout contradictoire avec le Vipassana. Il faut voir ça comme une sorte de variante de travail sur les sensations dans le Vipassana, une variante du travail de rééquilibrage. Le déséquilibre est lié à dukkha, la douleur, quelque chose qui tourne pas rond. Le rééquilibrage est lié à sukha, le bonheur, ce qui tourne rond. Ka, c'est l'espace au milieu de la roue, le moyeu. Et su, ça veut dire bien, donc ça veut dire ce qui tourne bien, ce qui tourne rond. Donc égaliser les sensations, c'est une façon que ça tourne rond. En particulier les sensations de zones bilatérales et symétriques. Donc, ce mécanisme de contrôle inhibiteur de diffus de la nociception, ça marche aussi pour la tension musculaire. Si une zone est tendue d'un côté,
En général, il y aura une détente de l'autre. Bon, c'est vrai que des fois, il peut y avoir la bilatéralité qui joue pour tendre les deux en même temps. C'est un mécanisme, et ils ont donc une contraction spontanée pour entraîner une sorte d'anesthésie et de détente de l'autre côté, parce qu'il y a le phénomène de saillance. La crispation, c'est un message important. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette zone du corps? Du coup, on oublie la zone bilatérale et symétrique pour se concentrer sur le côté qui ne va pas. C'est ça l'idée de la physiologie de base. Et donc, en rééquilibrant les deux zones bilatérales et symétriques, on leurre notre cerveau en quelque sorte en lui faisant croire que tout va bien. Et ça marche. On remonte jusqu'à l'épaule gauche, patiemment, consciemment. Maintenant, on fait les trapèzes, la nuque, le cou. Comme l'heure tourne, on va aller un peu plus vite. Mais c'est des zones qui sont tendues, donc ça vaut le coup de faire un vipassana allant aussi sur ces zones, comme sur le visage aussi, qui est très lié à notre identité. Donc c'est bien utile d'avoir une conscience très précise des tensions du visage et de les résoudre. On est maintenant donc sur ces tensions du visage et on les égalise. Ensuite, on sent les tensions, les crispations, les petites douleurs dans l'ensemble de la tête, y compris la surface, y compris la profondeur, et on égalise. Je vous ai donné beaucoup d'images pour réussir cette égalisation, donc n'hésitez pas à les utiliser, elles sont toutes bonnes. Et surtout, n'hésitez pas à trouver les vôtres, qui vous parleront sans doute plus que celles que je donne. L'important, c'est d'égaliser. Yoga Samadva Muchyate, le yoga se définit comme l'égalisation. Dernière zone, le cuir chevelu. Quand on l'observe à la loupe, on voit qu'il y a des inégalités de sensations. Et donc, dans un second temps, après les avoir constatées, on les égalise.
Maintenant, on fait descendre l'énergie du sommet de la tête vers les mains, vers les pieds. Ça nettoie les scories, les déchets qui sont remontés par l'analyse détaillée des tensions. C'est comme si on passait un grand seau d'eau sur le carrelage de la cuisine pour nettoyer tout d'un coup. C'est le pouvoir des images, cette image toute simple du seau d'eau sur le carrelage de la cuisine. Je pense qu'elle m'est venue au début de ma pratique de Vipassana et elle fonctionne toujours aussi bien après plus de 40 ans. L'eau, ça représente la lumière, la joie, la paix, l'énergie. C'est tout ça qui descend et qui nettoie. Pour conclure la méditation comme par un point d'orgue, on peut faire quelques arrêts poumons vides. Expérimenter à 100% cette paix. Évidemment, au bout de quelques secondes, le corps réagit et on interprète cette réaction comme de la joie. Une joie de plus en plus intense. Bien sûr, après on reprend son souffle, peut faire quelques cycles normaux, puis de nouveau un bel arrêt poumon vide, comme un point d'orgue à la fin du morceau de musique. On fait encore quelques expirations de nettoyage, de purification. Swami Vijayananda disait que toutes les voies de l'Inde, c'était des voies de purification. Il y a la voie du Theravada qui s'appelle officiellement et Vishuddhi Marga, la voie donc de la purification complète. Vi, ça veut dire complète, Shuddhi, purification. Mais les autres aussi, par le mantra, par les canaux d'énergie, par la distinction du réel et de l'irréel dans le Vedanta, de Purusha et de Prakriti dans le Samkhya. À chaque fois, on fait le travail de purification avec une approche simplement un peu différente. Donc en descendant la lumière dans le corps, on fait une façon de travail de purification que les Tibétains appellent Vajrasattva. Sattva la pureté, Vajra de la foudre.
On termine par un home qu'on fait un peu différemment. On imagine que il y a un gong au-dessus de la tête. Et quand on commence à expirer en faisant le home, on imagine qu'on a cogné le gong et que le son du gong descend dans tout le corps. Et j'aime bien rappeler un proverbe du bouddhisme d'Asie du Sud. À ce propos, le son du gong détruit toutes les souffrances. On peut saluer en restant un petit peu poumon vide, avec la conscience rassemblée au centre du cœur, au point source, on pourrait dire.